Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Oui? Est-ce que vous pouvez juste hausser le ton, s'il vous plaît, parce que vous êtes loin et on vous entend mal. J'aimerais comprendre s'il y a une différence entre la technique de la lithographie et de l'estampe. La différence entre la lithographie Oui. et l'estampe. Alors, la lithographie, par son nom, se définit, c'est-à-dire c'est sur pierre. Hein? Et, pardon? La technique est similaire. La technique est similaire en ce qui concerne, pour tout ce qui est à faire venir en relief et en creux. Donc, où on décape, enfin, on tranche sur la pierre, ou on grave dans la pierre. Mais le support est quelque chose de quand même beaucoup plus difficile à travailler. Je ne connais pas bien la nature des pierres, mais il peut y en avoir de plus friables que d'autres. Mais ça peut être très compliqué de trouver, enfin vous le savez puisque vous-même, madame, vous connaissez ce procédé, mais je pense que ça doit être plus difficile de tailler dans une pierre, enfin de faire venir dans une pierre un dessin, que de le faire sur une planche de bois. Je peux me tromper, et je serais très contente de savoir de vous. Je ne vais pas pouvoir vous dire, non, je voulais être sûre que c'était bien la technique en fait. On creusait, on y mettait la peinture, et ensuite ça fait combien de temps qu'on... Oui, je crois, oui. Vous avez raison. Madame. Oui, mais vous parliez du double trait. Alors peut-être que dans le litho, il n'y a pas le double trait. Le Voilà. double trait, c'est peut-être la Alors, différence. madame vous donne une réponse. Je ne connais rien, mais je suppose. Non, alors nous ne connaissons rien, ni l'une ni l'autre, mais sa réponse m'a l'air meilleure que la mienne. Ça vous ennuie de le dire à cette dame qui est là-bas au fond? Je pense que... Elle ne vous entend pas là. Ah. Faudrait que vous vous leviez. Pardon. Merci. Elle est tout au fond, alors vous lui parlez très fort. Je crois que ce qui a été fait avec l'estampe, le trait est creusé de chaque côté on creuse de chaque côté du trait, et tandis que là, on creuse seulement comme la gravure sur le trait. Je suppose que c'est ça, mais... Bon. Merci, madame. Son renseignement et son information est plus sûre que la mienne. Quel bois, parmi du bois, quel type de bois, quel bois utilisait-il pour faire ces estampes? Quel bois? Du bois de cerisier. Ah. Pourquoi? Parce que c'était un bois qui est à la fois résistant et quand même accessible, enfin, qui se laisse tailler plus facilement que d'autres bois comme le platane par exemple. On ne pourrait pas prendre le platane pour tailler des petites choses comme ça. Mais c'est du cerisier. Madame? Oui, s'il vous plaît, puisque vous avez évoqué cette histoire de fœtus, je m'intéresse en particulier à la représentation des femmes enceintes pendues par les cheveux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tradition, puisque personnellement je m'intéresse beaucoup au grand guignol et à l'épouvante au Japon, oui. Qui n'est pas du tout grand guignolesque, mais non. qui a quand même à voir. Et je suis tombée par hasard au Japon sur des gravures représentant cette femme enceinte pendue par les pieds, ce qui m'a paru... Par les pieds ou par les cheveux? Par les cheveux. Donc ce sont des estampes. Ce sont des estampes, et je crois que ça a duré très peu de temps, oui. Mais d'où ça vient, ce thème qui a été manifestement assez peu exploité? Je vais être obligée d'inventer. Inventez bien, Nicolas. Bon, je n'ai jamais vu d'estampes de cette nature, donc je vous prie de m'excuser, je ne sais pas. Mais c'est pas des bébés, c'est vraiment un fœtus. Oui, oui, j'entends. Mais c'était une coutume, d'ailleurs dans d'autres pays, pas seulement au Japon, comment dire, tuer quelqu'un qui était condamné pour une raison XY, de le suspendre par les cheveux, c'était une coutume. Donc, qu'on ait suspendu un être humain, quelle que soit sa situation et son âge, de cette manière-là, ne m'étonne pas du tout. Mais pourquoi il est suspendu par les cheveux? Parce que, je ne conseille pas d'essayer, mais les cheveux cassent petit à petit, on tombe progressivement, et quand tous les cheveux sont partis, on est mort. Non, enfin, je vous dis ça. Mais j'imagine que c'est pour ça, parce que c'est un supplice
qui a été, si d'autres personnes peuvent répondre, je serais bien contente, c'est un supplice qui a été employé, enfin pas employé, pratiqué. C'est un supplice qui a été pratiqué dans d'autres pays. En Chine, voilà. Alors c'est peut-être pas uniquement le fait du Japon ou de l'Extrême-Orient. Par exemple, au Moyen-Âge en Europe, je crois qu'on a imaginé beaucoup de choses pour... Mais là, c'est représenté. Oui, oui, je sais bien. Écoutez, madame, je suis désolé, je ne sais pas, mais j'aimerais bien le voir. Alors, peut-être que par notre avis, nous pourrions par la fondation, bien sûr. Voilà. Merci, madame. J'en garderai de très près. Hein. D'autres questions? Bien. Moi, oui, allez-y. Juste, est-ce qu'au niveau des encres utilisées, c'était les mêmes qui étaient utilisées par exemple sur le tissu, sur le... Les encres, oui, oui. Les estampes, les mêmes? Non. Non. Non, pas du tout. Bon, vous savez, il y a plusieurs natures d'encre. Il y a des encres très, comment dire, très fines, des encres au contraire qui permettent de faire des encres beaucoup plus gros. Et je pense que je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre d'une manière certaine en étant sûr de moi, mais je pense qu'il devait y avoir des encres de textures différentes, de nature différente. Parce qu'on ne peut pas, si vous diluez une encre, un gros bâton d'encre, puisque c'était des bâtons d'encre, si vous diluez un gros bâton d'encre épais, et puis pas très fin comme composition, vous avez une encre très, très fluide, très liquide. Sinon, vous risquez d'avoir des sortes de grumeaux dans l'encre. Et on peut plus facilement, à ce moment-là, tremper un gros pinceau et faire des traits, vous savez, comme on voit sur les peintures à l'encre. Ça doit être idéal pour ça. Mais je ne pense pas pour les estampes. Excusez-moi, je ne peux pas vous dire les choses d'une manière certaine. Oui, madame. Les estampes sont numérotées ou non. Elles ont été reproduites sur de nombreuses années ou elles sont encore reproduites, on utilise encore les bois ou comment ça se passe? Les bois, ça s'use. Donc, elles ne sont pas numérotées. Ça, c'est sûr. Les collectionneurs, en tout cas les connaisseurs, voient les différences de tirage. Même à l'intérieur d'un même tirage, il y a des traits, par la technique qu'on envisageait tout à l'heure, il y a des traits qui peuvent venir plus nets et à la fin du premier tirage, l'être moins. Donc, ça, c'est un moyen déjà de savoir. Ensuite, les couleurs varient. Alors, on peut avoir sur un tirage une couleur plus forte au début et plus faible à la fin, plus pâle à la fin, mais sur un second tirage, la couleur sera de nature différente. C'est-à-dire qu'un vert, un vert mousse par exemple, qui était dans le premier tirage, peut devenir plus jaune dans le deuxième. Donc, il y a... Alors, si vous voulez, moi personnellement, je suis incapable de vous dire que c'est un début ou une fin du premier tirage ou un second tirage, c'est-à-dire entre la fin du premier et le second, il n'y a pas toujours de très grande différence. Mais la couleur varie un peu, et les traits s'épatent. Alors, on arrive à ce moment-là à ce qu'on appelle un second tirage, c'est-à-dire on refait des bois, et à ce moment-là, les traits sont quelquefois c'est infinitésimal, mais les traits peuvent être sensiblement différents, et puis ensuite il y a ce qu'on appelle des reproductions, carrément. Mais un tirage, c'est combien d'exemplaires? Ça peut être 50, 300, 500 au maximum? Écoutez, sans exagérer, je crois que personne ne le sait. Vraiment, vraiment. Parce que les estampes ne sont pas numérotées. Donc c'est une question d'œil. Alors, on peut comparer les experts, essentiellement les conservateurs de musées, certains très grands marchands à travers le monde qui ont vu passer beaucoup d'estampes, ont un œil exercé. Et donc, ils peuvent dire, c'est un tirage original. Déjà, ça, c'est important. C'est un tirage original. Ceux qui ont plus d'expérience peuvent vous dire, c'est un tout premier tirage. À partir de là,
vous devez le payer le moins cher possible. Oui. C'est une hypothèse, mais est-ce que le format de l'estampe a été défini par rapport à la forme du bois? Par exemple, le bois, ça va être une seule pièce, donc ça va être tiré d'un seul tronc. Est-ce que ça a été défini par rapport à ça ou c'est vraiment, Écoutez, oui, je crois, parce que les estampes, il y a plusieurs sortes d'estampes. Il y a ce qu'on appelle des souris mono, ce sont des petites estampes carrées sur des papiers plus forts. Alors, je pense que le... Carré, c'est-à-dire un format A4 carré, vraiment carré. Vraiment carré. Et sur un papier assez fort. Alors, je ne vais pas vous parler spécialement de ça, parce que ce n'est pas votre question. Mais pourquoi est-ce que le format est déterminé par le bois? Parce que, justement, quelqu'un tout à l'heure posait la question de la résistance du bois, de sa nature, à partir du moment où vous n'avez pas un bois très résistant. Vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain format pour avoir une ligne qui se constitue. Vous risquez au bout d'un certain, à partir d'un certain moment, d'avoir une réaction du bois. Et donc, comme une ligne doit être creusée des deux côtés pour faire un trait en relief, donc j'imagine, d'ailleurs les estampes qu'on voit, que vous connaissez, que je connais, sont des estampes qui sont à peu près comme ça. Comme ça, il y en a de plus petites, comme ça, comme ça. Et il y a une chose qui serait intéressante, enfin qu'on pourrait creuser, vous et moi, enfin vous, et je le creuserai aussi, de mon côté. Mais si vous le savez, on me l'a dit, c'est-à-dire qu'il y avait des estampes étroites comme ça, et hautes comme ça. Et on les appelait des achirae. C'était des estampes pour mettre sur les piliers dans les maisons. C'est-à-dire, vous savez, ces estampes, aujourd'hui, il y en a qui valent des sommes absolument folles, mais à l'époque, il y en avait il y avait des estampes très recherchées, mais en même temps, c'était incorporé à la vie, ça faisait partie de la vie quotidienne. Et on ne pensait pas qu'on allait transmettre une estampe à son petit-fils. On les mettait où alors? On les laissait vivre, on les jetait. Mais on les accrochait sur le mur. On les mettait selon la réaction personnelle qu'on pouvait avoir. Si on avait une estampe de Characou ou d'Outamaro à fond cassé, j'imagine que même au moment où on l'avait acquise, on en prenait un très grand soin. Et donc il y avait des sortes de portefeuilles pour garder les estampes, on les montrait très rarement, ce que font les musées aujourd'hui d'ailleurs. En revanche, certaines estampes qui étaient plus courantes, enfin on parlait tout à l'heure de Kuniyoshi, de Kunisada, ces estampes-là, on pouvait les mettre au mur, comme on mettrait un calendrier ou quelque chose comme ça. Et puis au bout d'un certain temps, si l'estampe était abîmée, on l'achetait. Il n'y avait pas de valeur, on achetait les choses, donc il y avait une valeur marchande. Mais il n'y avait, c'était très peu cher, les premières étaient très peu chères, et surtout c'était quelque chose qui représentait la vie quotidienne des gens qui aussi achetaient les estampes. Donc c'est comme si vous aviez une photo ou un calendrier, vous le mettiez au mur pour le regarder parce que vous l'aimiez, et puis quand il était fichu, ben, il était fichu. Et il fallait acheter une autre estampe. Ce qui était bien pour les marchands d'estampes. Mais est-ce que c'était considéré comme un art ou pas du tout? Oui, absolument. Comme un art absolument, tout à fait. Oui, absolument. Oui, monsieur. Dans quel musée on va retrouver ces estampes? Dans quel Je vais faire de la publicité pour le musée Guimet, monsieur. Essentiellement le musée Guimet. Et il y a quelques estampes au musée Cernuschi. Voilà. Et il y en a quelquefois d'autres, mais alors là c'est au hasard. Chez Monet. Ah, alors chez Monet. Chez Cocteau d'ailleurs a mis la forêt pour voir des estampes érotiques. On revient toujours à la même chose, n'est-ce pas? Merci. Il y a des expositions, parfois, à la Maison du Japon aussi. Oui, absolument. Il y en a eu une récemment. Il y en a eu, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Alors la Maison du Japon, souvent, fait venir des œuvres, soit du Japon directement, soit d'autres pays d'Europe. Oui, parce que le musée Guimet ne prête pas, il a raison, il a une charge qui est de protéger les œuvres d'art qui lui sont confiées, sa remise.
Donc, ils ne les prêtent pas très facilement, parce que si vous exposez une estampe longtemps, et ça répond à ce que disait ce monsieur, il y a des couleurs du XVIIIe siècle qui passent en même pas 8 jours. Donc, il faut, quand on est conservateur de musée, les montrer généreusement, mais à des gens à qui ça peut être précieux ou utile ou intéressant. Mais les exposer au mur, c'est très très rare. Mais vous pouvez demander n'importe qui, les musées, pardon, les... Vous m'arrêtez, hein. Jamais. Les musées français, maintenant, sauf les musées municipaux dans les différentes villes, à Paris ou dans les villes de province, les musées sont maintenant sous la garde de l'État, comme vous le savez peut-être, ou certains d'entre vous. C'est-à-dire, l'État est d'une certaine manière propriétaire de ce qui est dans le musée, et il doit veiller à l'entretien, enfin financer en tout cas, l'entretien du musée. Ceci étant, chaque conservateur est sur le plan scientifique, historique, et est absolument responsable de son département. Et si quelqu'un veut recevoir un prêt, par exemple des départements du Siam, ou de la Chine, ou du Japon, alors c'est le conservateur qui décide, après avoir obtenu l'autorisation du conservateur en chef du musée, qui lui-même l'a demandé à la direction des musées de France. Et puis ça redescend. Et de cette manière, il y a eu des estampes qui ont été prêtées par le musée Guimet à une ville italienne. Il y a quelques années, 4 ans peut-être. Alors avant d'applaudir Nelly Delay, je voulais vous dire qu'on était très heureux de vous avoir si nombreux à chacune de ces conférences. Merci de votre fidélité à la Fondation et bravo Nelly. Je voudrais vous remercier tous d'être venus ce soir, parce que pour moi c'est un réel bonheur de voir vos visages, et donc vous m'avez fait un beau cadeau. Et je voudrais surtout remercier Madame Younes, que j'ai rencontrée une seule fois avant ce soir, qui avait lu des quantités de choses, elle s'était informée en profondeur sur l'art des estampes japonaises. Donc en fait, j'ai eu en elle une confiance absolue sur le plan de ses connaissances, et puis surtout, j'ai trouvé que c'était un être humain chaleureux et qui aime partager. Elle le fait, elle est journaliste, donc elle le fait de par son métier, et elle le fait aussi par amour de l'art. Je crois qu'on peut la remercier beaucoup. Merci. Je voulais juste vous dire, si vous voulez revenir voir l'exposition, elle se termine, l'exposition sur le kabuki, le 15 juillet, et à partir d'octobre prochain, on célébrera la fondation Jacques-Émile Blanche, grand peintre devant l'Éternel. Merci à vous.